Merci d'être venu à cette dernière session. Alors, on va faire un petit sondage pour démarrer. Qui développe en Python? OK, c'est la bonne session. Qui développe en TypeScript? OK. .NET? Ah, il y en a. Java? OK. Et pour faire plaisir à Steve, Rust? OK, voilà. Il y en a au moins, il est content. OK. Donc, je me présente, Alexandre Pinel, je fais partie des équipes de prototyping à AWS. Donc, on aide les clients à faire des use cases sur AWS. Et je vais présenter cette session avec Steve qui va se présenter tout à l'heure. Donc, on va vous parler de... C'est quoi déjà le nom aujourd'hui? Un truc comme ça, GenAI, je crois, un truc comme ça. Donc, on va vous présenter un use case, les outils qu'on a utilisés, déjà pour développer l'application, et ensuite les outils qu'on a utilisés pour partager cette application. Mais là, je fais un peu de spoil. Steve va vous présenter une démo sur tous ces outils et comment on peut les mettre en œuvre. Et puis, on va vous proposer quelques étapes pour aller plus loin. Donc, je crois que vous en avez entendu parler aujourd'hui un peu partout. Et la première chose qu'on se dit quand on commence à faire de la GenAI, c'est ah, mais si on codait un truc. Et donc, ça peut commencer par un data scientist si on n'a pas les bons développeurs. Ça peut commencer par un dev qui a envie d'essayer parce qu'il a vu un super nouveau service, une nouvelle API. Et en fait, après, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à partager tout ça. Donc, ça marche super bien sur son laptop. Et si on est un data scientist, bah, potentiellement, on ne sait plus quels outils il faut utiliser. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer comment on va pouvoir industrialiser tout ça et de partir d'une appli qu'on a sur son laptop, la partager, collaborer sur cette application. Donc, cette application a été construite avec Streamlit, un framework, on va dire, web en Python qui permet de créer une application en quelques secondes, minutes, allez, on va dire minutes. Et là, je vous ai montré un exemple très très simple. Donc, j'importe Streamlit. Je vais juste lui dire le fichier CSV que j'ai envie d'importer et je lui dis que je veux un line chart et j'ai automatiquement un line chart. Donc, très pratique, spécialement pour les gens qui font du Python parce que ça évite de s'amuser avec des composants web. Donc, il y a différents types de composants. Donc, vous avez aussi bien pour faire un chat message, bizarrement, vous avez déjà le composant pour le faire. Donc, c'est très facile d'utiliser ça. Vous pouvez gérer un chat input avec les deux chats, qui a envoyé quoi. Donc, ça vous permet de distinguer ça. Vous pouvez aussi avoir des statuts. Donc, savoir si vous êtes en train de télécharger une image, uploader une image. Donc, ça, c'est très facile aussi. Vous voyez, à chaque fois, c'est 2-3 lignes de Python. C'est pas que de la pub pour Streamlit, hein, vous inquiétez pas. C'est juste vraiment parce que ça vous permet de créer un prototype en Python très facilement. Et pourquoi je dis prototype? Parce qu'on va pas forcément amener ce type d'application en production pour différentes raisons. Donc là, il y a d'autres composants, des sliders, des radio-boutons, etc. À chaque fois, une ligne de code. Si vous voulez faire la même chose en React, ça vous prendra un peu plus de code. Et pour ceux qui ne connaissent pas, et des gigas de dépendance sur Node. Qui c'est qui a dit ça? Donc, vous avez d'autres composants, mais tout ça, c'est pour vous montrer, en fait, pour l'application qu'on a faite, comment on va utiliser ces composants. Vous allez voir que ça va être très rapide pour utiliser ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la base, une application en Streamlit. La deuxième base de l'application, qui c'est qui a entendu parler de ce service aujourd'hui? Ça m'aurait étonné. Donc voilà, Bedrock, je ne vais pas le représenter. Vous avez plusieurs API. Vous avez découvert qu'il y a d'autres modèles qui arrivent en plus. On va pouvoir customiser son modèle, faire la génération augmentée, utiliser des agents, etc. Donc les modèles, la liste change continuellement, mais déjà vous en avez plus d'une dizaine de disponibles, avec un nouveau modèle Mistral annoncé ce matin, pour ceux qui ont suivi. Et en plus, Bedrock arrive sur la région Paris, ça a été aussi annoncé. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Donc voilà, plusieurs modèles. Qu'est-ce que vous avez à changer dans Bedrock pour utiliser ça? Simplement, c'est un paramètre de l'API. Je laisse les gens prendre une photo, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'est un bout de code. Il est un peu petit, mais donc tout en haut,
Et il y a un pointeur laser. Tout en haut, donc là, vous avez les paramètres de votre compte AWS. Là, on va appeler le service Bedrock. Donc, on va le configurer, le client Bedrock. Ici, les paramètres qu'on passe ici, c'est vraiment les paramètres du modèle qu'on choisit. Donc là, je vous ai mis un exemple. On appelle en fait Claude V2, version 2. Donc, je lui repasse le Bedrock client que j'ai déclaré plus haut. Et je lui passe mes paramètres d'inférence. Donc, ils sont ici, la température, le max de tokens que je veux et d'autres paramètres que je peux préciser. Donc là, cette application, elle est toute simple. C'est en ligne de commande. Je lui demande une question. Je récupère la réponse de mon utilisateur. Je la balance à mon assistant et il me renvoie une réponse que j'affiche simplement sur la ligne de commande. Donc, on va faire un tout petit peu mieux quand même avec Steve. Il va aller un peu plus loin avec Streamlit. Mais en tout cas, c'est la base de ce qu'on a utilisé. Et je vous disais tout à l'heure, on va partager le code. On va collaborer. Donc, pour ça, on va utiliser Code Catalyst. Sur Code Catalyst, donc, il y a la gestion du code. Vous allez pouvoir plugger votre GitHub. Vous allez pouvoir plugger l'outil que vous utilisez sur la partie code. Et ça va vous aider à gérer des environnements de développement, à tester, à déployer votre application et du coup à la partager avec d'autres utilisateurs. Donc elle va passer de votre laptop à quelque chose qui est partageable. Donc on va aussi pouvoir collaborer, ajouter des utilisateurs pour contribuer sur le code, tout simplement, et gérer son projet. Donc tout ça, c'est intégré tout en un et vous allez avoir une démonstration. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi d'intéressant sur Code Catalyst, c'est qu'en fait, on peut créer des modèles de projet. Donc là, le projet qu'on a créé, on pourrait en faire un modèle sur, je veux, donc on appelle ça une blueprint, je veux faire du hosting ou je veux faire en sorte que quand je déploie, ce soit du Lambda ou alors uniquement du Fargate, par exemple, dans cet exemple. Donc je vais pouvoir choisir en fait des stacks prédéfinis qu'une équipe Ops pourrait mettre à disposition, par exemple, ou que vous mettez à disposition de vos équipes projet. On va pouvoir utiliser des outils existants, comme je vous disais tout à l'heure, GitHub, mais aussi Jira va pouvoir s'intégrer à Code Catalyst, si vous avez les accès à Jira, bien sûr. À toi l'honneur. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer un peu dans le détail, je vais m'introduire. Je m'appelle Steve Watt, je suis Senior Solutions Architect et moi, j'ai la chance de travailler sur l'industrie du gaming. Donc, si vous êtes venu sur notre booth, j'ai déjà peut-être pu vous présenter ce que l'on fait avec nos différents clients. Et donc, aujourd'hui, pour la démo, je vais vous demander de vous projeter. Donc, on parlait Python, on parlait de cas d'usage. L'objectif de cette démo, c'est on va essayer de se mettre dans la tête d'un data scientist qui veut aller vite, qui veut faire de la generative AI. Je pense que vous avez vu énormément de conférences aujourd'hui sur les techniques, qu'est-ce que la generative AI, ce que ça peut faire. Mais maintenant, on va essayer d'industrialiser tout ça, d'accord? C'est-à-dire se mettre dans un contexte professionnel où on va vouloir implémenter rapidement notre cas d'usage. Donc, d'où les différents outils aujourd'hui qui vont vous permettre de collaborer, qui vont vous permettre de coder aussi et de déployer. Et accessoirement aussi de faire une super démo de generative AI. Donc l'architecture cible, on vous parlait de Streamlit, d'accord? Alors on n'est pas dans le paroxysme serverless ou autre. Ici, l'application Streamlit va tourner sur un conteneur basique, d'accord? On va quand même sécuriser aussi ce conteneur, enfin l'accès à l'application Streamlit au travers d'Amazon Cognito. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce petit service, c'est un outil pour gérer les utilisateurs pour vous, d'accord, qui va fournir toutes les API de gestion de password, de reset de password, les connexions avec tout ce qui est social media et autres. Bedrock, bien évidemment, et la partie, donc, load balancer pour répartir la charge, parce que si jamais votre petit POC va en production et que toute l'application, que toute l'entreprise adore, il va falloir aussi être élastique, rajouter des conteneurs et donc répartir la charge. Et le CloudFront, c'est pour les assets statiques, les images de l'application qui vont pouvoir être mis en cache et optimiser, bien évidemment, les performances. Première phase. Bien évidemment, quand on démarre un projet, il faut créer le projet. Alors, vous en faites pas, je vais vous éviter toute la partie d'initialisation, de création des premiers fichiers, etc. Là, on va partir tout simplement d'un template. D'accord, on a un template Git. Alors, vous pouvez le trouver sur mon GitHub, bien évidemment, mais aussi, vous verrez juste en haut que c'était forqué à partir d'une solution déjà existante. Donc, elle n'a pas cette solution n'a pas tous ces petits connecteurs qu'on verra avec Code Catalyst. Donc, prenez la mienne si jamais vous voulez directement avoir accès à ces parties-là. Mais voilà, on va partir de ce projet GitHub. Donc, tout simplement, vous le clonez sur votre repository pour pouvoir travailler et avoir votre propre base de code.
On a parlé des différents blueprints, il y en a énormément. L'objectif n'est pas de les détailler, on pourrait très bien en créer un pour aller être plus rapide. Mais nous, on va tout simplement partir de notre propre base de code. Bon, j'ai beaucoup de repositories, mais vous en faites pas, tout est public, vous y avez aussi accès. Et donc, on va tout simplement pointer vers notre repository. Alors, j'ai aussi masqué la partie connexion GitHub, hein, mais c'est juste des droits d'accès. On pointe dessus et on va créer le projet. On va voir une interface relativement simpliste qui va nous donner accès, donc, bien évidemment, au code source de notre repository, mais pas que. On parlait de collaboration. Donc aujourd'hui, vous pouvez partager en tout cas cette interface à vos différents utilisateurs. Pareil, CodeCatalyst, je vous invite, il y a plein de vidéos qui vont détailler aujourd'hui comment vous pouvez gérer ces utilisateurs. Mais le plus important, c'est que je veux pouvoir déployer. Aujourd'hui, on ne va plus faire des clics-clics console. J'espère bien que aujourd'hui vous ne le faites plus. Aujourd'hui, on va utiliser de l'infrastructure as code. Alors, étant développeur, on va faire de l'infrastructure as code, bien évidemment, à partir de code source, donc en utilisant une technologie qui s'appelle CDK. Donc moi, avec mon repository, j'avais déjà pré-créé des pipelines. Et là, c'est bien évidemment, j'ai eu un fail. Pourquoi? Parce qu'il me manquait mon environnement. Parce qu'on va pouvoir déployer sur plusieurs environnements. Bien évidemment, même si j'aimerais bien tout mettre en prod immédiatement, tester, c'est douter, mais on va quand même mettre des environnements de développement pour valider avant d'exposer cette application. J'ai créé mon environnement avec un petit nom, un compte, et une fois que voilà, j'ai créé l'environnement, je vais pouvoir relancer mon processus de déploiement, tout simplement. Donc on voit ici que j'ai le run, alors, le petit zapette, c'est ça. On voit le run avec le numéro, et on voit que tout va commencer à se relancer pour réexécuter les phases. Donc les différentes phases, hein, elles sont relativement simplistes ici. On va construire l'application Python, on va déployer l'application Python au travers de l'infrastructure as code sur le compte AWS que j'ai ciblé via mon environnement. Bien évidemment, même si j'ai dit tester, c'est douter, on va faire quelques tests. Hein, et donc, on va tout simplement définir, comme si vous avez déjà l'habitude de GitHub ou autre, les différentes étapes de compilation, le choix aussi de l'instance qui va compiler mon projet, du Linux, Python, c'est relativement simpliste, vous en faites tous ici. Donc ici, on ne réinvente rien, d'accord? On va juste exécuter les tests, compiler le code Streamlit et valider que je peux le déployer sur mon compte AWS. Donc vous verrez, hein, CodeCatalyst est assez bien fourni. Vous pourrez avoir accès au log de différentes phases aujourd'hui de build, de mise en cache, de déploiement, etc. Si jamais il y a des erreurs, si vous pouvez débugger, vous pouvez le faire directement. Et vous verrez aussi les étapes de configuration. Alors, comme je vous le disais, hein, aujourd'hui, lié à mon repo GitHub, vous avez le petit fichier de configuration qui permet que ce soit à la création du projet, le pipeline défini. Mais vous verrez, c'est relativement simpliste de détailler les étapes de compilation Python. On a déployé, ça a déployé sur CloudFormation, d'accord, qui est notre outil d'infrastructure as code. Et on a la stack AWS Summit 2024 avec un petit identifiant, histoire de la rendre un peu unique. On peut retrouver, alors la démo n'est pas sur CloudFormation, mais on peut retrouver l'ensemble des ressources qui sont créées au niveau de cette stack technique. Donc on reprend la partie CloudFront pour le cache, on va reprendre la partie Cognito. Et nous, tout simplement, phase 1, on a déployé, j'ai mon application Streamlit, d'accord, avec ma mire de login mot de passe, hein, parce que je ne vais pas l'exposer au public, surtout avec mes données clients. Donc on va sécuriser ça. Et la brique de Cognito qui va me permettre de gérer ces utilisateurs. Donc là, j'ai créé mon application. Il me manque quoi? Mon utilisateur, bien évidemment, pour justement arriver à me donner des droits d'accès à l'application. Donc pareil, alors il y a des API hein, pour Cognito qui vont vous permettre d'automatiser si vous le souhaitez. Moi, bien évidemment, pour la démo, j'ai créé l'utilisateur à la main directement dans la console AWS. Vous pouvez même le faire niveau infrastructure as code si vous le souhaitez. Ça marche aussi très bien. Un petit mot de passe pour se connecter. Et on voit l'utilisateur est créé. Au début, bien évidemment, on nous demande de renouveler le mot de passe. Donc, pareil, je vais gérer ça. Et heureusement, c'est que Streamlit, il l'a dit, en une ligne de code, on peut aller très vite, on peut coder. Vous dites, oh là là, je vais devoir coder la mire de login, le reset password. Et ben non, il y a aussi un module chez Streamlit. Il y a plein de modules même chez Streamlit. Il y en a un qui est la partie Cognito. Donc, vous avez juste à ajouter le module et dire, ah tiens, je gère l'authentification pour moi, tu me connectes sur tel user pool et il va gérer toutes ces mires de login, toutes ces interfaces, d'accord, qui va vous permettre de gérer, par exemple, ici, le reset du password. J'ai redémarré, j'ai reseté mon password pour en mettre un autre.
j'ai enfin tout complet, mon utilisateur a été validé, je peux me connecter à mon interface Streamlit. Et bien évidemment, bon, c'était pour la démo, il fallait bien que je me trompe de mot de passe. Ouais, c'est bien, hein. Les gestionnaires de password, c'est bien aussi. Et voilà, je me suis connecté, donc application basique, d'accord. Ici, c'est vous clonez mon repository, vous aurez ça de déployer, c'est-à-dire une petite implémentation déjà de la partie d'IA générative qui va vous permettre de dire ouais, j'ai un petit prompt, j'ai un retour avec la traduction. Vous s'en faites pas, la démo ne s'arrête pas là, on va aller encore plus loin, on va vous montrer au niveau du code, d'accord, Python, comment créer cette intégration avec Bedrock, comment utiliser un modèle, d'accord, qui sera, on va dire, on va rester en dehors de la partie chat, on va aller un peu plus loin, on va aller côté Vision, d'accord, avec, j'espère que vous avez suivi la partie Anthropic et Claude V3 qui est sortie aussi très récemment, et on va générer des assets graphiques. Je suis data scientist, à un moment donné, il me faut aussi un PC de dev. Et j'ai pas forcément IntelliJ sur tous mes postes. Je ne veux pas forcément payer les licences IntelliJ. Je peux faire aussi du VS Code, qui est très bien. Mais voilà, j'ai pas envie de tout installer. Je veux aller vite, je veux aller à l'efficace. Je veux faire mon business case et je veux le démontrer surtout sa pertinence à mes métiers. Et donc, c'est là où Code Catalyst va aussi nous permettre de nous aider, c'est-à-dire qu'il va vous fournir des environnements de développement. J'ai plus à avoir la connaissance de Git pour faire des Git clones et autres. Il va vous préparer cet environnement pour vous. Il va vous préparer ces environnements pour vous, d'accord, et vous fournir cette connexion. Alors, vous verrez, on a les différentes intégrations. Donc, bien évidemment, on peut tout simplement aller sur GitHub, faire le développement et aller être pragmatique. Mais on va aussi pouvoir créer cet environnement sur des IDE très connus. Donc, je parlais de VS Code, Visual Studio Code, mais aussi on va retrouver IntelliJ, Golang, PyCharm. Si vous voulez vous connecter, au final, créer une connexion remote à cet environnement. Qu'est-ce que c'est derrière, hein? C'est une machine virtuelle où on va vous fournir l'environnement, on va cloner, donc vous n'avez pas à vous soucier du stockage, vous n'avez pas à vous soucier des dépendances, surtout à installer Python version 3.9 ou 3.8, enfin bref, vous n'avez plus à vous soucier de rien. Aujourd'hui, on va cloner ça et préparer l'environnement pour vous et fournir surtout la capacité. On n'a peut-être pas la capacité en local justement d'exécuter des builds. Alors, là, on est très simpliste, mais si jamais l'application est plus volumineuse, on peut vous fournir la capacité de compute justement pour aller plus loin. Donc moi j'ai utilisé Visual Studio Code, hein, c'est gratuit, très efficace. Vous verrez, donc je me suis connecté. Alors pareil, Visual Studio Code, là le mien est configuré, d'accord, il a la connexion pour permettre de créer ce lien avec Code Catalyst. C'est pareil, Code Catalyst, il y a deux versions, ça peut être une version gratuite si vous êtes en personnel et il y a une version professionnelle pour les entreprises. Mais moi voilà, en quelques secondes, j'ai eu mon environnement, j'ai mes fichiers, et je ne suis pas ici connecté sur mon ordinateur, ils ne sont pas sur mon poste de développement, ils sont en remote, d'accord, mais voilà, c'est aujourd'hui une connexion remote permise par Visual Studio Code. Je retrouve le README, bien évidemment, je peux l'agrémenter et l'améliorer si je le souhaite, mais nous aussi, on va avoir un petit focus sur nos dépendances et ce qui va nous permettre de coder l'intégration avec Amazon Bedrock. Donc, comme vous avez vu, hein, il y avait déjà une intégration à Bedrock, c'était le premier prompt, mais nous, on va aller plus loin, on va aller s'intégrer avec Anthropic et Claude V3. Donc, pareil, vous pourrez regarder la partie CDK. Hein, on est resté en Python, on reste sur le même langage. On l'a codé pour vous, on l'a sécurisé pour vous. Attention à tout le monde, quand même, sur la partie production, il y a des bonnes pratiques. Je vous invite à regarder le README et les disclaimers parce qu'il y a des choses qu'on, bien évidemment, on ne peut pas faire, comme la partie SSL, vu que ce sera votre domaine. Mais voilà, je vous invite à lire ça si vous voulez mettre en production. Mais on vous fournit déjà tout ça. On vous fournit le Dockerfile qui va packager l'application Streamlit pour la déployer. Donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. L'objectif, c'est vous soucier uniquement de votre cas d'usage. Dans la partie app.py, on va retrouver toute la partie Streamlit. Donc comme le disait Alexandre, une ligne de code, on arrive à rajouter un titre, des boutons, à faire des appels à des fonctions qu'on a codées. On va pouvoir interpréter par exemple des réponses JSON et les afficher. Donc là, on n'est pas dans le chatbot, on est juste sur du simpliste. J'ai une requête, j'ai une réponse, je l'affiche, je la formate correctement. Et nous, ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est la partie LLM. La partie LLM, donc c'est la partie connexion, alors ici avec Claude V2. Mais on va se lancer un petit défi, d'accord? On ne va pas reprendre ça, on ne va pas customiser, je ne vais pas effacer du code, remettre. On va repartir de zéro, feuille blanche, parce qu'aujourd'hui, l'IA générative, on peut aussi l'utiliser pour développer, comme accélérateur. Je suis développeur, ça fait
18 ans que je développe, je fais du Rust, et oui, on peut aussi faire du Rust en IA générative. Et il y en a qui ont peur, mais aujourd'hui, c'est un accélérateur. Ça ne va pas forcément des fois coder mieux que vous, mais ça va aujourd'hui vous permettre d'accélérer, et toujours pareil, d'accélérer la mise en place de votre business case. Donc, passons un peu au code, d'accord? Donc, bon, c'est bien, heureusement que tout le monde code dans la place, sinon ça aurait été très compliqué pour ceux qui ne font pas de code. Mais l'objectif, c'est de vous montrer vraiment étape par étape l'implémentation côté Python. Donc, Code Whisperer, petit rappel, aujourd'hui, il est compatible avec énormément de langages. Donc, je pense que tous ceux qu'Alexandre a cités, je pense que vous avez tous fait. Ça peut vous aider, ça peut vous permettre d'accélérer et générer tous les codes, les commentaires que vous n'aimez jamais trop générer. Ça peut le faire pour vous et vous permettre toujours, pareil, d'accélérer. Et bien évidemment, c'est compatible avec énormément d'IDE du marché. Donc, je parlais d'NTJ, Visual Studio Code et j'en passe et des meilleurs, si vous le souhaitez. Et vous avez même des fois des intégrations directement au sein de notre service, par exemple SageMaker Studio et autres. Donc, on va commencer à créer notre code. Donc, on va tout simplement, hein, comme bon développeur, se créer un nouveau fichier. D'accord? On va aussi, je vous montre la partie connexion du coup avec Code Whisperer. Encore une fois, je l'ai juste lié avec un Builder ID, d'accord? Donc, vous pouvez le créer, c'est gratuit d'un point de vue personnel. Si vous souhaitez demain utiliser et coder avec Code Whisperer. Donc, vous le connectez et en fait, il va commencer à interpréter donc, les prompts. Donc, si vous avez déjà vu des conférences, interpréter les prompts ou même votre code et vous suggérer automatiquement ce que vous voulez faire. Donc, moi, je suis parti d'un fichier, je vous ai évité la partie dépendance, mais en gros, j'ai déjà écrit des prompts et tout simplement, je vais lire ce qu'il me fait. Alors, je ne dis pas qu'il va faire pour moi, mais aujourd'hui, il va me suggérer. Je vais interpréter, des fois, il va bien me suggérer. Parce que ben voilà, peut-être que le naming ne me va pas, je vais le renommer, je vais peut-être le réinterpréter différemment. Donc là, bon, on est sur des librairies de base, d'accord? On est sur la partie base 64 parce que je me suis lancé le défi de traiter des images, d'accord? D'utiliser Claude V3 Anthropic, la partie Vision et la génération d'assets. Donc j'ai dû me créer des petites librairies pour passer d'une image en gros en base 64, enfin de base 64 en image et inversement. Donc voilà, je regarde, il me suggère. Ça me permet d'accélérer, ça me permet de ne pas écrire tout le code, de voir. Des fois, peut-être que je ne connaissais pas bien la librairie. Il va m'aider, en tout cas, dans ces suggestions. Donc, juste là, pareil, hein, tout est dans la science du prompt. D'accord? C'est que si aujourd'hui, j'ai créé un mauvais commentaire, le but, c'était pas de faire, en tout cas, une présentation intégralement sur le prompting et comment le prompt engineering, hein, ce qu'on appelle. Mais aujourd'hui, si j'écris un commentaire correct, il me générera du code correct. Là, aujourd'hui, moi, j'étais très rapide sur la génération des commentaires, et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des aléas. Donc, tout simplement, encore une fois, des suggestions. Alors, on peut désactiver ces suggestions automatiques. Il peut y avoir des raccourcis qui permettent de demander une suggestion. Alors, ça ne se voit pas, hein, mais on peut naviguer dans les suggestions. Si des fois, justement, je veux accélérer ou ça ne me plaît pas et que je veux voir en fait les autres choix que j'ai dans la génération du code. Donc voilà, encore une fois, peut-être que je suis débutant, je ne sais pas trop. Mon réflexe avant aurait été d'aller sur Google, taper comment je fais pour recharger des bytes à partir d'un fichier. Bon, là voilà, il va m'éviter cette phase de recherche, copier-coller. Des fois, on fait beaucoup ça. Moi, je le fais souvent. Et derrière, voilà, j'ai encore une fois aller rendre un peu plus dans le vif du sujet. Et là, on va générer donc mon prompt qui va surtout me permettre de traiter donc de faire l'appel invoke model. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en gros, Bedrock, c'est des API, d'accord, qui est un peu, alors, entre guillemets, un proxy vers tous les modèles. Comme disait Alexandre, c'est qu'aujourd'hui, changer de modèle, c'est une ligne. Alors, une ligne et des fois des prompts, en tout cas des paramètres différents, hein, selon les modèles utilisés, bien évidemment. Mais, pardon. Ici, en tout cas, je vais tout simplement faire les appels à l'API Bedrock. C'est le SDK AWS, c'est basique, invoke model, qui va me permettre, en tout cas si je lui donne les bons paramètres, de consommer le modèle sous-jacent avec le bon modèle ID pour choisir le modèle et de le traiter. Ici, donc, mes paramètres, c'est quoi? Mon prompt, parce que là, dans la démo, en tout cas, le computer vision, j'ai besoin d'un prompt. J'ai besoin d'une image source. Mon objectif, c'est quoi? C'est de prendre une image et de la changer. C'est-à-dire, j'ai une source d'image, ma photo de moi, alors je ne vous ai pas mis la photo de moi, vous en faites pas, mais une image, et je vais lui demander de changer tout simplement l'arrière-plan. Je vais lui demander de mettre ce qu'il y a sur la photo et selon ce que je te dis, de générer une nouvelle image à partir de ça. Donc j'ai une image originale, j'ai un masque, si jamais voilà, je vais au niveau Vision. Vous verrez les paramètres pour en tout cas la partie Cloud Vision.
avec tout ce qui est négatif, prompt, etc. En tout cas pour les choix de génération. Et donc tout simplement, je récupère mon image, d'accord, je la traduis de l'image base 64, on se rappelle, et je vais créer mon body. Mon body, c'est tout simplement les paramètres que je vais envoyer à Bedrock pour lui dire, OK, ça c'est mes paramètres, exécute-toi et donne-moi le retour qui sera bien évidemment l'image générée. Donc, encore une fois, je ne vais pas détailler tous les paramètres de Bedrock. Chaque modèle, vous verrez sur le côté console Bedrock, si vous êtes déjà utilisateur, vous choisissez le modèle, vous avez tous les détails sur les paramètres à fournir pour l'API Bedrock pour que le modèle puisse marcher. Donc voilà, il y a des task types, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je demande à Claude V3 de faire de l'outpainting, d'accord? Vous verrez, il y a différents modes de fonctionnement. Et du coup, vu que je fais de l'outpainting, je vais lui donner les paramètres d'outpainting, c'est-à-dire les images, le prompt pour tout ce qui est modification. Donc encore une fois, il y a des exemples. Vous trouverez des exemples aussi sur la console si vous voulez copier-coller et aller plus vite. Là, moi, l'objectif, c'était de les réécrire. C'est vrai, j'aurais pu aller plus vite là-dessus aussi. Donc les images, le prompt. On va passer maintenant le masque. J'aurais dû accélérer aussi parce que j'écris lentement. Et tout simplement les paramètres. Ici, on n'est pas à réinventer la roue, on n'est pas en tout cas dans une complexité. On va tout simplement créer un body avec des paramètres. Envoyer ça via le SDK AWS qui va me donner le lien avec Bedrock. Alors, bien évidemment, là, pareil, ça ne se voit pas, c'est que j'ai les droits de consommer Bedrock, d'accord? Donc, ce qu'on ne voit pas et que je ne détaille pas, c'est la partie cognito, en fait. Il va me permettre de récupérer les permissions nécessaires pour consommer Bedrock. Vous doutez bien, chez nous, la sécurité est notre priorité, tout est bloqué par défaut, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'autorise mon utilisateur que j'ai créé tout à l'heure à consommer les services AWS sous-jacents de mon compte AWS. La configuration aussi au niveau de génération d'images, c'est-à-dire voilà, ce que je veux générer plusieurs images par rapport à ma source d'image, par rapport à mon prompt. Là, encore une fois, on peut aller vite. Ce cas d'usage, c'est du vision. Demain, si vous avez un cas d'usage professionnel, on trouve énormément de chatbots, de génération d'assets. Je vous parlais de travailler dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, ils ont énormément d'assets graphiques, que ce soit 2D, 3D. Donc, ils vont pouvoir utiliser en tout cas ces moyens très rapides en Python pour justement, par exemple, accélérer les phases d'idéation, la génération d'assets. Tout simplement, on va réfléchir à un nouveau jeu et comment on va le designer, les scènes qui vont être créées, au lieu de demander à des artistes de le créer immédiatement. Ils vont pouvoir juste au moins avoir une libre pensée et accélérer cette phase. Les paramètres, encore une fois, je ne vais pas tout détailler. Si vous avez regardé les conférences LLM, la partie CID et tout ça, c'est ce qui va me permettre un peu d'ajouter un peu d'aléatoire et de maîtriser, on va dire, l'output généré. Je traite si jamais je veux fournir un négatif prompt. Pareil, cette implémentation sera poussée sur mon code GitHub, donc si vous voulez la récupérer, vous aurez immédiatement l'exemple au lieu de tout réécrire, bien évidemment. Et je retourne la partie JSON.dump pour dire, voilà, c'est bon, j'ai packagé tous tes paramètres, je vais pouvoir appeler mon API côté SDK. Dernière fonction, c'est promis. Je sais, en fin de journée, c'est dur de voir du code comme ça qui défile. Dernière fonction, c'est bien évidemment, j'ai mes paramètres, je fais l'invoke, je récupère le résultat, qui sera l'image, et je la mets au bon format pour pouvoir l'afficher derrière. Mais ce sont mes fonctions, en tout cas, qui me permettront derrière, très rapidement, de pouvoir automatiser, en tout cas, la consommation. Donc, pareil, toutes les API sont définies côté Bedrock, c'est-à-dire que vous verrez les inputs, les outputs, quel champ récupérer en output pour justement pouvoir récupérer l'image générée. Hein. Ce n'est pas un lien vers Amazon S3, c'est directement, on vous donne la partie base 64. On récupère ça et après, tout bêtement, je vais pouvoir le packager. Je vais accélérer un peu parce que... Je vais laisser. Je transforme ça avec Bytes.io, qui est une librairie Python.
Et non, du coup, c'était pas la dernière, je suis désolé. Il en reste encore une. On a nos fonctions qui vont nous permettre, en tout cas, de dynamiser le tout. Et on fait maintenant l'invocation. Enfin. Non, mais encore une fois, la partie Code Whisperer, vous avez vu, aujourd'hui, c'est pas bête et méchant, je réplique pas tout. Aujourd'hui, je regarde, j'interprète, j'ai gagné du temps. Voilà, il m'a déjà trouvé les paramètres, il a analysé mon code, il va regarder en tout cas les différentes fonctions que j'ai déjà fait, donc pouvoir être intelligent surtout et me suggérer derrière, euh, me suggérer derrière la bonne fonction que j'ai déjà implémentée au lieu de tout réinventer, etc. Donc me donner vraiment, en tout cas se baser sur mon contexte. Notre SDK côté Python, enfin même pas que Python, la partie Boto 3, d'accord, pour ceux qui ont déjà utilisé, ça va vous permettre de consommer l'ensemble des API AWS. Je le répète, Bedrock est une API bête et méchante, d'accord, il y a pas de, on parle pas de GPU ici, on parle rien du tout, c'est totalement serverless, d'accord, ça va vous permettre de le consommer et de payer selon votre consommation, d'accord, si vous générez une image, si vous générez 10 000 images, ça sera adapté et vous n'aurez pas en tout cas à vous soucier derrière de tout le côté opérationnel, de la gestion, du provisioning des GPU, du scaling, enfin de l'élasticité, c'est-à-dire qu'on va rajouter ou enlever des nœuds. Encore une fois, l'objectif principal de cette démo, c'est de vous montrer que en 25 minutes de démo, justement, on peut coder une application, on peut faire le lien, on peut aller vite et démontrer que l'IA générative, si j'ai une idée d'un cas d'usage business, je peux l'implémenter facilement. J'ai pas besoin de 10 jours de travail, de 15 livres à lire sur les bonnes pratiques ou autres. Je peux en tout cas le démontrer, justifier que sa validité et derrière obtenir les crédits pour le projet et derrière penser à la partie automatisation. Et même la partie automatisation est mise en production. Aujourd'hui, j'ai déjà au final une application sécurisée. J'ai déjà des processus qui vont me permettre de construire, de tester et de déployer sur des comptes. Alors j'ai un environnement de dev, mais je peux très bien rajouter un environnement de production. Et donc, aller plus loin. Ah ben non, c'était pas Claude V3, pardon, c'était Titan Image Generator. Je crois que j'ai fait du Claude V3. Et donc, Titan Image Generator qui est, là pour le coup, un algo LLM made in AWS qui va vous permettre justement de générer des images et de faire de l'outpainting comme ici. Ça y est, c'est fini, le dernier return, on retourne l'image. Mais il reste encore un petit bout, il nous reste la partie Streamlit. Je voulais éviter, vous en faites pas, j'ai fait copier-coller, ça allait beaucoup plus vite. L'objectif n'est pas de vous montrer les 100 lignes de code ou même 50 lignes de code de Streamlit. Là, pareil, côté Streamlit, je crée un fichier Python qui s'appelle app avec un point Python à la racine. Je fais copier-coller et Streamlit va gérer tout seul, va me générer tout ce qui est les input text, les boutons pour générer. En une ligne, je peux rajouter le bouton aussi pour importer une image, le bouton pour afficher aussi une image, etc. Donc vous voyez, il y a un peu de ligne de code, mais Streamlit, encore une fois, est un moyen d'accélérer tout ça. Il me manque, voilà, j'ai rajouté la page à ma page principale pour pouvoir y avoir accès. J'ai fini mon code. Voilà, bon, ça a pris quoi? Ça a pris 10 minutes de faire l'intégration Bedrock, l'intégration Streamlit. Et maintenant, bien évidemment, en tant que bon DevOps, je vais committer mon code, d'accord, et pouvoir aller à la dernière phase. Et c'est pour ça que j'ai tenu quand même à citer la partie, un petit philosophe belge. Quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant. Alors, je vous laisse réfléchir à qui a bien pu citer ça. Mais voilà, je fais le git push, git commit avant, bien évidemment. Le git push pour pousser mes modifications de code sur mon repository et déclencher, bien évidemment, toute la partie processus de build, de test et de déploiement. Au même titre, je vous ai évité donc toute cette partie-là. Je vais juste vous montrer les 2-3 commandes. Encore une fois, j'ai un terminal ici. Ce n'est pas le terminal qu'il y a sur mon ordinateur. C'est le terminal qui m'est fourni donc, par l'environnement Code Catalyst, qui a une base Linux, on l'a vu, et donc qui a déjà aujourd'hui toutes les dépendances de développement préintégrées et qui va donc me faciliter la vie. Je n'ai pas à demander, en tout cas à mon data scientist, d'installer Git ou d'installer tout ça. Il peut très bien le faire en remote.
Je pousse sur l'origine. Ça envoie. Ça détecte l'événement comme quoi il y a du code qui a été poussé. On voit que voilà, les différentes phases, donc la partie initialisation de CDK, elle avait déjà été faite. J'ai accéléré le processus de build, j'ai accéléré le processus de déploiement, bien évidemment, mais ça prend encore une fois quelques secondes pour mettre à jour tous les différents composants. Et on voit mon petit lien que j'ai ajouté, image background. Juste ici, je récupère un fichier, l'image d'un robot, et je vais tout simplement dire, OK, tu me gardes les robots, et tu vas me changer et mettre voilà, une arène avec des néons. On se souvient, je mets tout ça dans les paramètres, j'envoie ça au modèle Titan, et ça me génère le résultat que je récupère et que j'affiche. Donc voilà, un joli moyen aujourd'hui de dire, bon, j'ai une image. Demain, si le cas d'usage, ici, si on va parler plus au niveau de tout ce qui est publicité, je ne sais pas si vous avez aussi suivi côté Amazon, on a aussi sorti un service comme ça qui va vous permettre de générer, en tout cas, si vous vendez des articles, justement des images. Donc au même titre que là, j'ai un ordinateur, j'ai déjà un sapin. Donc là, on aurait pu dire, oui, c'était facile, il y avait des robots et un fond gris. Donc j'ai complexifié un peu, j'ai mis plein de couleurs avec un sapin, un PC, et au même temps, je lui dis, tu gardes le laptop, tu gardes le PC, tu mets le PC à la plage parce qu'on a tous un peu besoin de soleil en ce moment où il pleut beaucoup. Et automatiquement, j'ai envoyé la requête. Il me génère mon super ordinateur à la plage. Voilà pour la démo, tout simplement. Donc, l'objectif, encore une fois, vous montrer que avec Streamlit, c'est simple, c'est efficace. En une ligne, on peut créer des IHM. Comme disait Alexandre, en React ou en Vue.js, ça pourrait prendre beaucoup plus de lignes. Là, l'objectif, c'est d'aller au plus efficace. Avec la partie Bedrock, j'ai accès au moteur LLM, au modèle LLM, pardon, et donc aux différents cas d'usage qui sont possibles. Et grâce à tout combiner, au déploiement et à Code Catalyst, j'ai pu collaborer sur le projet, le partager avec mes autres développeurs, qui puissent eux aussi, pourquoi pas, créer une nouvelle application, en tout cas une nouvelle page, créer leur propre cas d'usage et les partager. Merci. Alors, comme vous l'avez vu, donc l'idée maintenant, c'est de vous donner les moyens de le faire. Donc là, on vous propose d'autres moyens d'accélérer. Donc, il y a un workshop complet sur Bedrock pour voir un petit peu la gestion d'images, sur la gestion des différents modèles. Donc, ce workshop, il est vraiment complet. Il vous montre aussi la génération augmentée avec des documents. Donc, ça vous permet de tester en fait toutes les fonctions de Bedrock sur le workshop. Je vous laisse prendre les photos. Ça, vous pourrez aller plus loin et aller plus vite que Steve sur le code, si vous voulez. Et comme on voulait être sûr que vous en ayez encore plus, donc il y a le générateur d'images avec Streamlit et Bedrock. Ça, c'est la version originale, avant celle que Steve vous a montrée. Donc, qui vous permet de faire la même chose que ce que vous avez vu aujourd'hui. Et il y a un workshop complet sur Code Whisperer qui vous permet de voir comment vous pouvez faire la génération de code, comment vous pouvez aussi générer des pull requests et comment vous pouvez analyser la sécurité de votre code ou commenter votre code à partir de Code Whisperer. Et c'est tout, je crois que je vous ai donné assez de ressources. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est la fin de la journée. Merci de remplir l'enquête de satisfaction sur le mobile. Merci à vous d'avoir assisté à cette session, d'être resté jusqu'au bout. On reste ici si vous avez besoin de nous poser des questions avec plaisir. N'hésitez pas. Merci à tous.